L'effort de guerre se poursuit à l'échelle du secteur Venexian, et les défenseurs de chaque planète doivent faire bloc face à un flot ténu mais constant d'envahisseurs. Sur le monde cardinal de Santarcus, ce qui ne devait être qu'une simple mission de reconnaissance tourna au carnage pour des Ultramarines. En effet, l'hoste du prince démon Astérion les attendait en embuscade, tapis dans l'ombre des ruines abandonnées. Surpris par la violence de l'assaut, les fils de Guilliman furent étripés jusqu'au dernier. Leurs cadavres fertiliseront désormais le sol consacré de Santarcus pour le plus grand plaisir de Grand-Père Nurgle. Dans l'une des nombreuses zones sinistrées de Santarcus, un attroupement de cultistes du chaos fut repéré. Une force de frappe ultramarine fut envoyée pour éliminer la menace. Face aux Astartes se dressait une foule totalement silencieuse. Une forme monstrueuse émergeait derrière elle, essayant d'entrer dans la réalité tel un renard dans le terrier d'un lièvre. Cette chose semblait affecter l'esprit des Space Marines, et certains d'entre eux se suicidèrent. Menés par le démon nommé Crovard l'Endeuillé, les cultistes affrontèrent les Astartes. Ces fanatiques mouraient sans laisser échapper un seul cri lorsque des rafales de bolt les fauchaient. Crovard tailla en pièces un grand nombre de Marines avant d'être lui-même fauché. Un chapelain tenta sans succès de bannir cette horreur. Rosalda Quint suivait la piste de la créature qu'elle avait bannie sur Caelonia. Sa traque la mena sur Santarcus, où elle rencontra des cultistes hurlant comme des démons, menés par un prêtre renégat et un étrange Xénos. L'alien semblait avoir une emprise sur l'esprit des humains. Aussi, Rosal et sa bande le ciblèrent en priorité. La chose blessée parvint à s'échapper. Le chevalier de l'oubli s'élança à la poursuite de sa proie, laissant les autres sœurs du silence éliminer les cultistes restants. Rosal pourchassa la bête à travers les dédales tarcusiens et fut entraînée dans un traquenard. Face à elle se trouvaient des arcoflagellants en état frénétique. Ils ne virent pas l'alien qui leur passa sous le nez et chargèrent Rosalda Quint, qui les terrassa avec aisance. Acculé au fond d'une chapelle, l'alien fut finalement réduit en charpie par le chevalier de l'oubli. En orbite de Santarcus, sur la lune Selenia, persuadée de protéger des civils innocents, une escouade de Blood Ravens s'interposa dans la traque d'hérétiques menée par les sœurs de l'Immaculée Miséricorde. Alors que le ton montait entre les factions impériales, un des Astartes perdit son calme et ouvrit le feu sur la sororité. Un terrible affrontement éclata alors. Mieux organisés et tirant parti de leur meilleure connaissance des lieux sur leur monde natal, l'Adepta Sororitas prit le dessus et Anathea prouva l'hérésie du groupe d'humains qu'elle cherchait. Sœur Anathea et son escouade attendaient la venue de renforts ultramarines dans une zone d'atterrissage. Voyant enfin les Astartes aux couleurs d'ultramar arriver, elles louèrent le nom de l'empereur qui leur avait envoyé ses anges. Mais elles furent totalement désemparées lorsque les Astartes ouvrirent le feu sur elles sans raison. À l'aide de leur simulacrum imperialis, elles parvinrent finalement à dissiper l'illusion dont elles étaient victimes, révélant des traîtres de l'Alpha Legion. Malgré leur sournoiserie, ces Astartes maudits s'inclinèrent devant la fureur de l'Adepta Sororitas sélénien. Loin du monde cardinal, de nombreuses factions s'affrontent sans relâche dans les déserts de rouille ou les dédales souterrains du monde Forge. Grâce à une résistance remarquable des forces déployées sur place, Rutilia tient. Mais pour combien de temps encore ? Fraîchement débarqués sur Rutilia, les Custodes entrèrent en contact avec un groupe du Mechanicus qui reconnut avoir donné des informations aux Marines renégats pourchassés par les gardiens de l'Empereur. Toutefois, les circonstances de cet échange restaient obscures.
Impossible de savoir si les adeptes du dieu machine avaient coopéré de plein gré avec les traîtres ou s'ils s'étaient fait duper. Les custodes choisirent de trancher dans le vif en éliminant tous ces suspects potentiels, car l'hérésie se doit d'être éradiquée à tout prix avant qu'elle ne prenne racine. Alors que les raids Drukhari se multipliaient sur la planète, les Ultramarines du Macragge Honoris furent déployés pour y remédier. Le frère Elwood des Planet Warriors, alors accueilli au sein de leur chapitre, fut également dépêché pour fournir son soutien tactique sur la zone. Les modules d'atterrissage se dispersèrent lors du largage, plongeant la zone dans un véritable chaos. Profitant de la situation, les déchus de Zakeal Kaelon, toujours en quête des apôtres du messager, envisagèrent d'enlever le Planet Warrior pour lui extorquer ses connaissances. Dans la confusion générale, Elwood parvint à fuir seul dans les méandres du Monde Forge. S'étant emparés du sombre artefact de Slaanesh, les Nécrons initièrent son transfert vers son site de destruction. Alors qu'ils chargeaient le fétiche maudit dans le transporteur, la phalange fut soudainement attaquée par un assaut Blood Angels. Malgré une farouche opposition, les tirs précis des Eradicators parvinrent à abattre le transport. L'objet impie passait ainsi dans les mains de l'Imperium, non sans une certaine ironie, car les deux camps s'entretuaient pour un même objectif, apportant ainsi leur contribution involontaire aux manipulations du chaos. Conscients des risques, les chapelains et archivistes Blood Angels entamèrent un rituel de neutralisation de l'artefact sans perdre une seule seconde. N'accordant aucune confiance en cette matière aux impériaux, mais incapables à présent de s'opposer aux fils de Sanguinius, les Nécrons n'eurent d'autre solution que d'essayer de raser la zone en faisant exploser les silos de matière toxique proches. Fort heureusement pour les Astartes, cette ultime tentative fut déjouée à temps et l'artefact était enfin scellé, du moins en apparence. Coronae semble être le terrain de jeu de deux factions particulières qui s'entredéchirent sans réelle réaction des forces impériales locales. Cette guerre secrète se poursuit toujours dans l'ombre de Rutilia. Les affrontements entre Nécrons et Thousand Sons restent virulents. Dans la confusion des combats, ni les Marines renégats, ni les Xénos ne se rendirent compte que de nouveaux protagonistes étaient entrés en lice. En effet, interpellé par l'intérêt de Tzeentch pour cet astre supposé mort, Nurgle s'est joint aux hostilités en envoyant sur place sa reine des contagions, Pipeste. Divisés sur des fronts multiples, les affrontements furent âpres. Et si le champ de bataille fut dominé par les Thousand Sons ce jour-là, il reste indéniable que les disciples de Nurgle ont pris pied sur ce monde desséché. Un agent du chaos à la recherche de Noctilite fut terrassé par des Nécrons. Ce démon fut enseveli et enfermé dans un bassin de suppression dont les fluides neutralisent toute magie. Cette créature du chaos ayant acquis de nombreuses informations sur la cartographie des zones noctilifères, sa récupération devient un objectif prioritaire pour Scarabeus. Une fois le démon captif aux mains des Thousand Sons, un rituel magique fut mis en place pour extraire son savoir. Mais le temps de préparation fut bien plus long que prévu et permit à Gilek le Permanent de réunir ou ressusciter ses phalanges. L'assaut Nécron intervint donc durant le rituel. Une fois de plus, le combat fut serré, mais les Xénos ne parvinrent pas à interrompre la cérémonie. Maintenant en possession d'informations capitales, les forces de Scarabeus devinrent des cibles d'autant plus importantes aux yeux du maître des immortels, Gilek le Permanent. Ainsi, une importante accumulation de troupes fut réunie par le seigneur Nécron pour s'opposer aux forces du sorcier. Ces guerriers s'infiltrèrent pendant que les factionnaires s'opposaient au Terminator, mais les manigances Xénos ne parvinrent pas à contrer les maîtres de la tromperie. Dans un ultime effort, les forces Nécron s'unirent pour prendre l'ascendant sur les Astartes hérétiques. Compte tenu de ses échecs face à cet adversaire jusqu'à présent,
Guileg dut prendre la responsabilité de mener depuis la ligne de front. Si le Seigneur immortel parvint presque à détruire un Métabrutus, il fut néanmoins mis hors service lors de la charge d'un sorcier du changement. Au même moment, le Seigneur Ophiophagus, fou de rage, dévasta l'arrière-ligne Xénos, réduisant à néant les espoirs Nécrons, et confirmant la domination des enfants de Tzeentch sur la surface de Coronae. Une légère accalmie semble prédominer sur Orientina, mais chaque ruche est infestée d'innombrables ennemis qui attendent le moment le plus opportun pour agir. La bande de guerre de la tribu des Red Boys installa son nouveau campement dans un quartier industriel. Reconstituant leurs forces, ils se mirent à piller tout ce qui leur tombait sous la main pour fabriquer une collection de machines de guerre. Ne pouvant se résoudre à laisser ses peaux vertes s'emparer des précieux matériaux nécessaires à l'insurrection, le néophyte Bolchevius rassembla ses ouvriers Gene Stealers et lança l'assaut contre une bande de pillards des Red Boys. L'embuscade fonctionna, du moins au début. Un positionnement judicieux de lance-flammes et de mitrailleuses permit un véritable carnage parmi les boys. Mais la vapeur s'inversa lorsque, dans un excès de confiance, Bolchevius ordonna de charger des nobs. Bénis par Gork, ces vétérans orques firent preuve d'une résistance surnaturelle et massacrèrent leurs adversaires. Don Vincenzo et Don Timothée, deux nobles orientins à la tête d'un petit groupe de zélotes, tentèrent de fuir la planète. Ils avaient récemment été victimes d'une tentative d'assassinat en raison de leur foi et décidèrent de partir sur Caelonia, où le baron Philippe de Cruz les attendait. Ils tombèrent néanmoins dans une embuscade de monstres Drukhari. Beaucoup de zélotes moururent pour les protéger, mais les deux nobles, ainsi que Winnie Loosbeck, parvinrent à fuir la planète avec succès. La géante Caelonia est disputée par de nombreux combattants. Les ennemis de l'humanité viennent s'enraciner dans les étendues sauvages de l'Agrimonde, tandis que les zélotes tentent de rallier les barons caéloniens à leur cause, espérant pouvoir bénéficier de leur soutien et donc de leurs gigantesques chevaliers. Les forces du secteur doivent réagir au plus vite pour éviter que l'Agrimonde ne soit définitivement perdue. Le prince démon Astérion, nouvellement réincarné, continuait son travail de sape sur Caelonia. Par 2 fois, il avait vaincu les Astartés, mais d'autres venaient pour nettoyer la souillure de sa présence dans les domaines de l'empereur. Les assaillant de toute sa démoniaque puissance, le prince démon fut surpris par une embuscade de dreadnoughts menée par le maître des Iron Crusaders. À la suite d'une purge méticuleuse, la forteresse locale fut enfin libérée de toute présence démoniaque. Venus soutenir les Iron Crusaders, les gardiens de l'empereur sous les ordres du capitaine Pullo, accompagnés des sœurs de l'ordre du sang d'or et d'un chevalier, portèrent le combat à un gigantesque hoste du chaos. La bataille dura des jours, mais à la fin, c'est l'étendard doré de l'Imperium qui flottait sur le champ de bataille. L'inquisiteur Narax captura un boss orc nommé Root à l'issue d'un combat sanglant et bref qui fit fuir les peaux vertes. Dans les forêts de la planète, le commissaire Méline mena son escouade au combat face à des organismes tyrannides. Les forces de l'Imperium n'en réchappèrent qu'au prix d'une manœuvre audacieuse. Des Astartés aux armures difficiles à identifier assaillirent une bande de zélotes qui tentait de créer un nouveau type de véhicule. Galvanisés par le besoin de protéger leur création, ils vainquirent les Marines, mais les corps de ces derniers disparurent mystérieusement. Rejoints par de nouveaux frères, les zélotes combattirent dans une centrale désaffectée une créature ignoble et gigantesque qui hurlait au travers de haut-parleurs organiques. Rise usa de ses pouvoirs psychiques pour abattre l'ignoble bête. Menés par un baron ayant rejoint leur cause, les zélotes furent attaqués par des Drukhari auxquels ils montrèrent la force du courroux des justes.
nul ne saurait profaner le sol de Caelonia sous la vigilance de ses vrais gardiens. Après les mines, la raffinerie de séluminium d'Al-Faroud fut la cible des taux. L'objectif des Gamiséens était simple, tenir à tout prix. Hélas, les missiles guidés par laser et les lames en fusion du chasseau Volcan impétueux eurent raison trop tôt des tanks de Gypaète. Devant la défaite imminente, les tribiens de Taurinus n'hésitèrent pas à faire détonner des réservoirs de séluminium liquéfié, mais durent constater que la raffinerie était perdue. Implacable, l'avancée des taux dans les déserts de Taurinus ne semblait pas pouvoir être stoppée alors que nombreux étaient les hommes à embrasser le bien suprême. L'inquisiteur Joseph Moustaki et le chef de char Robert Duval étaient perdus dans le désert quand ils tombèrent sur des zélotes prêts à les aider. Ils étaient menés par le lépreux et un étrange nabot en laisse qui pouvait sentir les énergies du chaos. Presque aussitôt, ce dernier s'affola et un Yuvat s'extirpa de terre. La bête brûla quelques zélotes avant d'être immobilisée par un tir de fuseur. Moustaki et le lépreux se ruèrent ensemble sur la chose pour la réduire en charpie. Alors que ces combats entre zélotes et Yuvat attiraient encore plus de ces choses immondes, une force de l'Inquisition menée par Hérol apparut à l'horizon. Des aéronefs délivrèrent leurs salves de tir sur les monstres, tandis que Moustaki et les zélotes furent chargés par un des Yuvat. Avec l'aide d'une escouade de Terminators, les zélotes, fous furieux, réduisirent la chose en charpie, le lépreux donnant lui-même le coup de grâce. L'inquisiteur Moustaki fut récupéré sain et sauf. Sur le monde pénitentiaire de Carcérem, le chant tonitruant des armes se substitua une fois de plus à l'habituel chœur de lamentation des prisonniers. Les custodiens enquêtaient toujours sur la rumeur du messager, afin de connaître ses motivations et ses secrets. Il demeurait toujours introuvable. Mais quelques informateurs avisés pouvaient sans doute pouvoir être trouvés dans cette multitude colossale de détenus. La rencontre fortuite avec des déchus stoppa net leurs investigations. Les custodiens se résignèrent à circonscrire la menace et retournèrent ensuite à l'objet de leur quête. Les Drukhari, accompagnés de leurs trophées humains, durent prendre la décision de rejoindre Commorragh par tous les moyens. La résilience robotique des Skitarii, mais surtout la présence des gardes du divin empereur obligèrent les esclavagistes à la précipitation et au repli stratégique. Les âmes humaines sont précieuses, mais les informations glanées au fil de la rafle le sont bien plus, assurant ainsi prestige et pouvoir à ces Eldar noirs lors de leur retour dans la cité des vices. Les membres des 10 000 prirent en chasse ces hédonistes à travers les blocs de détention, les couloirs labyrinthiques et les fosses. Les Drukhari périrent en nombre, mais leur vile malice leur donnait toujours un coup d'avance. Les survivants purent ainsi rejoindre leur vaisseau et fuir en direction de la toile. De prime abord, les forces de l'Imperium semblent victorieuses sur Carcérem. Mais les custodiens n'ont pas découvert l'identité du messager. Et pire encore, des Drukhari ont pu s'introduire et quitter la prison avec des esclaves et des informations. De ces revers mineurs essuyés sur un astre maudit pourrait découler une cascade d'événements à l'échelle du secteur.